À 4546 km de Paris et 1814 de Moscou, nous voici très exactement à cheval sur deux continents. Un pied en Europe, l'autre en Asie. Au milieu de rien, un lieu particulier qui attire les jeunes mariés venus partager les bulles doucereuses du champagne et déposer ici les rubans de la fête, porteurs de tendresse, d'amitié, d'amour, de joie, message essentiel et dérisoire adressé aux couples inconnus qui, à leur tour, aujourd'hui, demain, célébreront leur rencontre et celle de deux continents. Tout près de là, dans ces premiers kilomètres d'Asie, a été récemment érigé un mémorial aux victimes du communisme. La plupart de ces victimes ont été exécutées entre 1936 et 1938 lors des purges staliniennes. Un peu à l'écart, une modeste stèle rappelle que par millions, d'autres sont morts d'épuisement et de désespoir dans les camps du goulag. Pour les Russes d'aujourd'hui, les purges, le goulag, c'était la faute de Staline et pas celle de Lénine, qui semble, au contraire, avoir parfaitement survécu à la chute du communisme. Dans la plupart des grandes villes russes, et en particulier en Sibérie, il reste omniprésent. Pourtant, le personnage le plus important de l'histoire d'Ekaterinbourg, le voici, le tsar Nicolas II, assassiné par les bolcheviks dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918. Cela se passait ici, exactement là où s'élève aujourd'hui l'église du sang. Le tsar et sa famille avaient été enfermés dans cette maison, la villa Epatiev, appartenant à un riche commerçant. Et la décision d'exécution avait été prise par Yakov Sverdlov, celui-là même qui donnera son nom à la ville pendant plusieurs décennies. Dans la cave de la maison, l'exécution fut confiée à la police secrète bolchevique, commandée par un autre Yakov Yurovsky. Commencé 3 siècles plus tôt, le règne des Romanov s'achevait dans le sang. Au premier jour du nouveau millénaire, Nicolas II, son épouse Alexandra Fedorovna et leurs 5 enfants, Alexis, Olga, Tatiana, Maria et Anastasia, ont été canonisés par l'Église orthodoxe russe. À quelques kilomètres de là, au cœur d'une forêt profonde, le lieu où leurs dépouilles avaient été jetées dans un puits de mine est devenu l'objet d'un culte ininterrompu. L'histoire des Romanov était interdite pendant plusieurs années et comme ça, même aujourd'hui, les gens n'en parlent pas volontiers. Mais si on parle des gens religieux, fidèles à l'Église orthodoxe, les Romanov représentent des personnages importants. Après la canonisation des Romanov, donc comme on les considère comme des saints martyrs, c'est l'Église qui glorifie cette famille, mais pas le peuple simple. Mais quand on voit par exemple dans ce monastère des gens qui s'arrêtent devant la croix, qui la touchent, qui se signent et qui parfois sont des gens jeunes, à quoi est-ce qu'ils peuvent penser à ce moment-là? À l'histoire ou à la passion ou à l'émotion? Ah, ça c'est plutôt l'émotion. Comme ce sont des saints et tous les saints aident les gens tout simples qui marchent comme ça sur la terre, tout simplement. Donc c'est pour ça, c'est quand on fait la prière, il faut la prière comme par exemple l'icône de Saint Nicolas Miraculeux. C'est la même chose. Mais je ne pense pas qu'ils pensent à la monarchie. Donc non, pas ça. Le poids de l'histoire continue de peser sur la ville de Sverdlovsk, redevenue Ekaterinbourg. Nous avons fait le choix de voyager comme la plupart des voyageurs étrangers, peu d'étapes et des étapes forcément brèves.
Ekaterinbourg aurait mérité une halte de 8 jours. Nous en avons passé 2, un peu court tout de même. À bord du Transsibérien, la campagne se substitue à la ville, le présent au passé, la nuit au jour. Nous poursuivons notre lent chemin vers l'est. La plaine est toujours aussi désespérément étale. Rien ne se passe, ou presque, hormis parfois une rencontre longuement préparée et trop brièvement vécue. C'est le cas à Omsk. Nous avons rendez-vous avec Tania, la sœur d'Olga, une jeune Sibérienne étudiante en Occident. À peine le temps de se tomber dans les bras, d'échanger les paroles convenues et les inévitables petits cadeaux, que déjà le train repart vers ses mornes immensités. Seul rituel pour venir rompre cette uniformité, les retrouvailles au wagon-restaurant. Il n'y a pas de raviolis. Comment ça s'appelle, les raviolis que vous avez mangés l'autre jour? Seuls les rares voyageurs étrangers le fréquentent. Trop cher pour les Russes qui préfèrent emporter leur propre nourriture et leur propre vodka. Et enfin, dans cette grisaille qui ne nous quitte plus, les premières images de Novosibirsk.